Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans Version française, dans un hôtel particulier de Bordeaux, se niche le musée des arts décoratifs et du design de la ville. Des pièces d'exception à découvrir. À la tête de Léonard, le directeur artistique Georg Lux apporte sa touche à l'histoire flamboyante de cette institution. La maison qui voit la mode comme une performance artistique, c'est bien Marc Jacobs. Décryptage. De la pointe de ses outils, Paul Dimunch marque le cuivre. Il travaille la technique de la gravure à l'eau forte dans le geste. Mais avant de retrouver Georg Lutz de la maison Léonard, tout de suite point de vue. Une couleur vaut parfois 1000 toiles, et nombreuses sont celles qui ont marqué l'histoire des palettes des artistes. Parmi elles, le brun Van Dyck. Composées originellement de terre de Cologne ou de Cassel, elles sont remplacées par des composants comme l'oxyde de fer et le noir de carbone. La teinte se distingue notamment par son aspect rouge violacé et tire son nom de l'artiste hollandais du XVIIe siècle, Antoine Van Dyck, qui ne manquait pas d'en faire usage particulièrement dans la chevelure de ses portraits. Dans l'ouvrage Shirvan, le chef Akram Benallal nous guide au fil de sa route de la soie. Il nous propose des recettes qui s'imposent comme de véritables ponts entre les cultures. Houmous au charbon végétal, dorade masala ou encore millefeuille à la fleur d'oranger. En plus des pas à pas, on retrouve aussi de nombreux reportages qui les accompagnent. Nous détaillons les parfums, les gestes ainsi que ses souvenirs d'Orient. Un livre à son image au service de grands tablés et de plats qui rassemblent au-delà des frontières. La designer française qui met de la couleur et de la poésie dans nos intérieurs, c'est bien Constance Guisset. En 2012, elle frappe fort avec les poufs Windmill, moulin en anglais. Si elle est destinée aux espaces pour enfants et aux salles d'attente, elle joue surtout avec le cercle chromatique mettant en face à face des teintes vibrantes et d'autres plus douces. Conçus dans le cadre d'un projet avec la maison danoise Quadrat, ils ont depuis conquis le monde entier avec leurs petits airs de part de gâteau qu'on a bien envie de partager. Imprégné de l'histoire bordelaise, partons à la découverte d'un musée qui fait cohabiter les arts décoratifs et le design. On les appelle des objets d'art décoratif parce que c'était des objets d'usage qu'on utilisait, de la vaisselle, du mobilier, de l'orfèvrerie, de la céramique, mais des objets qu'on utilisait dont quand même on dotait d'une qualité artistique grâce au savoir-faire, grâce au travail de la main, grâce à une certaine excellence de fabrication. En plein cœur de Bordeaux, le musée des arts décoratifs et du design abrite une vaste collection de plus de 35 000 pièces d'objets d'art où un savant mélange d'histoire et de modernité cohabite dans l'hôtel particulier de Lalande. Avant d'être un musée en 1950, ce lieu typique du patrimoine bordelais du XVIIIe siècle a une histoire plus que romanesque. Son commanditaire ne l'a habité que pendant 10 ans. Survient la Révolution française et son fils est guillotiné. L'hôtel particulier passe aux mains de sa sœur est elle-même guillotinée. Et là, la mère décide de vendre l'hôtel particulier qui va à ce moment-là passer de main en main jusqu'à ce que la ville le rachète. Et changement de programme complet puisqu'elle va y installer plusieurs services, dont les services de police. Elle fait également construire une prison à l'arrière, ce qui va entraîner évidemment une ambiance très particulière, d'autant qu'après la ville va donner le rez-de-chaussée de l'hôtel particulier en usufruit à un collectionneur qui s'appelait Daniel Lastruc. Et l'idée de la ville, en fait, était que ce collectionneur pouvait jouir du rez-de-chaussée de l'hôtel de Lalande, en échange de quoi il donnerait à la ville, après sa mort, ses collections d'art décoratif. La particularité de ce musée est de remonter dans le temps tout en étant parfaitement ancré dans son époque grâce à Constance Rubini, directrice du musée depuis 2013, qui l'a fait évoluer en y intégrant la modernité du design. Une des choses qui nous tient beaucoup à cœur dans ce musée, c'est de mélanger les arts anciens avec les arts contemporains. C'est-à-dire que d'associer le patrimoine à la création contemporaine. Parce que tous ces objets de notre histoire, en fait, ils sont d'autant plus intéressants si on les regarde au regard de ce qu'on produit aujourd'hui. Et de la même manière, on comprend encore mieux le travail des designers actuels quand on sait ce qui les a précédés. Philippe Starck, les frères Bouroulec, Yona Vautrin, Martin Zekeli, Ettore Sotsas ou encore Georges Soden sont des noms qui côtoient des porcelaines de la dynastie Ming du XVIIe, des consoles Louis XVI, des commodes XVIIIe ou des objets XIXe.
Un melting pot savamment agencé et distillé à travers tout le musée. On essaye en fait de s'amuser un peu quand on disperse comme ça des objets contemporains dans ces pièces anciennes avec d'autres mobiliers anciens. Et parfois, on joue avec le fait que peut-être on pourrait à peine voir que les pièces sont contemporaines. Donc c'est comme une sorte de trompe-l'œil. Un trompe-l'œil qui s'étend même sur les murs du 2e étage dont les boiseries ne sont pas d'origine. Et si au rez-de-chaussée, toutes les boiseries sont les boiseries originales de l'hôtel de la Lande, en revanche, au 1er étage, toutes les boiseries qui sont installées proviennent d'autres hôtels particuliers bordelais. Les boiseries, en fait, étaient des biens commerciaux et étaient vendus. Beaucoup sont partis aux États-Unis. Et heureusement, il y a eu à Bordeaux quelqu'un qui a réussi à capter certaines de ces boiseries pour pas qu'elles ne soient vendues toutes. Et un certain nombre d'entre elles, des plus belles, ont été réinstallées ici au 1er étage du musée, donc de l'hôtel de la Lande. Le savoir-faire bordelais est aussi mis à l'honneur. Des toiles de beaux tyrans et du mobilier de port sont exposés. Dans la plupart des villes de port de l'Atlantique, on fabriquait du meuble avec les billes d'acajou, en fait, parce que les billes d'acajou étaient mises dans les navires pour les lester. Et donc, à partir de ces billes d'acajou, on a créé du mobilier. Les formes ont à la fois cette élégance très sobre, beaucoup plus silencieuse, on va dire, que le mobilier parisien qu'on a vu tout à l'heure, qui est beaucoup plus dans le décor, dans la cambrure, dans l'ajout de bronze doré. Là, on est au contraire dans des formes plus à la fois généreuses et à la fois qui disent leur richesse, parce que Bordeaux est une ville riche et ces meubles ont une certaine opulence, mais en même temps une sobriété et une simplicité. Derrière l'hôtel particulier, situé dans l'enceinte de l'ancienne prison, un espace totalement dédié au design abrite des expositions temporaires qui interpellent. Entre modernité et patrimoine, le musée des arts décoratifs et du design met à l'honneur des savoir-faire qui traversent les siècles et des objets de la vie courante repensés qui chamboulent nos intérieurs. En s'inspirant de l'histoire de la maison Léonard, le directeur artistique Georg Lux fait souffler un vent de fraîcheur sur l'univers de la marque. Moi, j'aime bien les femmes qui adorent être féminines, c'est-à-dire des femmes qui adorent la couleur, qui adorent les belles matières, qui apprécient du beau travail. Ancien styliste de Requiem ou encore de Tara Jarmon, Georg Lux a repris en 2021 les rênes de Léonard, la célèbre maison de haute couture française, réputée depuis les années 60 pour ses imprimés fleuris en jersey de soie. Depuis toujours, on imprime sur du jersey de soie qui fait vraiment notre renommée parce que le jersey de soie, il prend extrêmement bien les couleurs. Donc c'est fuchsia, Léonard, c'est jaune, c'est verts émeraudes qu'on fait sur le jersey de soie et en plus imprimé au cadre, c'est-à-dire vraiment c'est une technique manuelle, ça ressort super bien. Première marque française à s'inspirer du savoir-faire des kimonos japonais, la maison Léonard a développé depuis 60 ans plus de 5000 motifs d'imprimés. Un véritable trésor d'archives que Georg ressuscite et remet au goût du jour. Ça, par exemple, c'est un book d'archives des années 70. Il y a plein de styles différents, un peu ethniques, un peu flower power, il y a de tout. De temps en temps, vraiment, on tombe sur des couleurs, on peut reprendre directement comme ça, on n'a même pas besoin de les recolorier parce qu'elles sont tellement dingues que ça correspond vraiment au goût de nos jours, souvent. J'aime bien ce sentiment de trouver une beauté endormie et de la réveiller et de lui donner une nouvelle vie avec des nouveaux vêtements portés par les femmes d'aujourd'hui. Comme cette robe sortie tout droit des 70s aux lignes fluides et vaporeuses. Beautiful. C'est un imprimé que j'ai trouvé dans les archives de la maison. C'est un imprimé qui date du début des années 70 et qui était entièrement recolorié dans une façon plus graphique encore, vraiment très contrastée.
Et j'adore ces grands feuillages très fous, un peu psychédéliques, mais en même temps dans les tons citronnés comme ça, contrastant avec le fond noir. Ce que j'aime sur cette robe, c'est son esprit aussi années 70, ses manches évasées en bas, pagode, cette ouverture ici qui montre beaucoup de côté, la taille et aussi un très joli dos. Moi, j'aime bien les femmes fabulous et sexy et voilà, je pense que ça s'exprime bien dans cette robe-là. Des robes sexy et modernes que Georg développe aux côtés de Caroline Després, chef de l'atelier directement intégré à la maison de couture. Je t'ai dessiné une robe en crêpe de Chine. Je voudrais qu'elle soit vraiment fitée ici et après une découpe avec des franges et beaucoup de volume en bas quand elle marche, que ça fasse vraiment comme une fleur qui se promène dans le jardin. Très bien. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on rajoute de l'organza sous la jupe ici pour faire un effet un peu plus push-up? Il a apporté beaucoup de fraîcheur. Moi, je suis convaincue qu'il y a un dynamisme, un renouveau sur le style Léonard. Léonard était devenu un petit peu vieillissant, selon moi, et là, on redémarre sur quelque chose qui est vraiment actuel, avec beaucoup de fraîcheur, solaire. Mais en plus, bon, comme il est très visionnaire, il sait exactement ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Et ça, c'est vraiment très plaisant, très pratique au quotidien, on va dire. Je fais mon mieux. La maison Léonard peut donc compter sur son jeune directeur artistique pour ramener ses modèles dans l'air du temps et poursuivre son histoire. Bonjour Georg. Bonjour. Georg, vous apportez votre créativité à une maison avec un style reconnaissable entre tous. Comment le définir, comment le résumer en quelques mots? Bon, le style Léonard, c'est tout d'abord un style très fleuri. Notre symbole, c'est l'orchidée et la pivoine. Et bien évidemment, la femme Léonard, elle est assez vive, elle aime bien montrer la couleur, elle n'est pas timide. Donc tout ça, ça fait le style Léonard. Vous avez la chance de pouvoir puiser dans plus de 5000 archives, je crois. Comment vous procédez? Je pars toujours d'une histoire assez précise qui m'aide après à me limiter dans mon choix d'imprimer, d'archives. Et voilà, ça vient d'un coup. Il y a un imprimé qui me saute à l'œil et les autres se construisent autour, mais c'est un long travail, bien évidemment, pour chercher tout ça. Parce que vous travaillez, Georg, avec le studio en étroite collaboration. Comment ça se passe concrètement? Alors, nous avons un superbe bureau de dessin ici qui fait vraiment que la maison soit une maison d'héritage de savoir-faire français. Donc, tout est fait à la main ici ou par quelques dessinatrices choisies à l'extérieur. Et quand j'ai trouvé mon thème de collection, je vais au bureau de dessin qui m'aide après à réaliser mon rêve et de le traduire en dessin. Vous êtes originaire d'Allemagne. La mode, ça a toujours été une évidence pour vous? Oui. Depuis petit? Depuis petit, je crois depuis que j'ai eu 10 ans. Et quand j'étais petit, mes parents, ils ont contacté une amie, Joséphine von Kreppel, exactement, qui m'a vraiment introduit et qui est une grande collectionneuse. Elle a créé aussi un musée de mode en Allemagne dont vous êtes occupé. Exactement. Elle a une grande collection de plus de 30 000 pièces. De 1900 jusqu'aux années 80. Et
quand j'ai rencontré Joséphine, elle était en train de construire ce musée, donc j'ai beaucoup aidé à archiver les pièces, à restaurer les pièces, de définir les époques, aussi la mise en scène dans les salles du musée. Voilà. Ça, c'était vraiment ma première expérience dans la mode. Dans les évolutions que vous comptez apporter à la Maison Léonard, il y a la création de ligne mode homme. Il y a une petite capsule homme chaque saison que j'ai introduit ici parce que je trouve qu'aujourd'hui, l'homme, il a aussi envie d'autre chose que du bleu marine. Ça se voit. Ça se voit. Quand je présente les imprimés, c'est quand même plus simple d'être un peu plus neutre. Mais aujourd'hui, bien évidemment, il n'y a plus les codes stricts vestimentaires qu'on a eu encore il y a 30 ans. Donc, pour moi, c'est une évidence qu'aujourd'hui, un homme veut aussi exprimer sa joie de vivre avec un bel imprimé. Pour vous, Georg, la clé d'une mode éco-responsable, c'est d'avoir la matière, le savoir-faire sur place, c'est ça ? C'est ça, éviter les longs chemins de transport, vraiment travailler avec de l'artisanat, des gens qui travaillent à la main. Tout ça, bien évidemment, ça aide aussi à la planète. Oui, et puis j'imagine que ça aide à l'inspiration aussi, parce que vous pouvez sur place tout de suite corriger quand ça ne va pas. Exactement. C'est à la fois un procédé plus lent aussi de travailler à la main, mais aussi beaucoup plus précis et c'est beaucoup plus inspirant. C'est magnifique. Merci, Georg. Merci, Catherine. Quand la mode adopte les codes de l'art et de l'histoire, c'est que la maison Marc Jacobs n'est pas loin des collections grandioses. Que peut la mode face au bouleversement du monde? En des temps orageux et incertains, le geste créatif peut-il nous sauver? Ou au moins nous offrir des pistes et des temps de respiration face à l'actualité qui nous dépasse? C'est en tout cas l'avis de Marc Jacobs. Sa collection Hiver 2022 s'appuie sur une citation de Nietzsche qui dit que l'art nous est donné pour nous empêcher de mourir de la vérité. Entre les mains du créateur américain, le vêtement transcende l'utilitaire pour devenir une œuvre d'art et l'exercice du défilé, une performance riche de sens. Il a choisi la New York Public Library, lieu de connaissance et de réflexion, pour présenter une collection qui rend hommage à l'habillement en tant que cérémonial salutaire, mais aussi comme critique sociétale. Les vêtements et les matières sont tous contemporains, mais assemblés dans des silhouettes qui rappellent celles de la fin du 19e siècle. Ils évoquent une période de croissance et de bouleversement, une Amérique corrompue, un vernis de prospérité écaillé par la pauvreté et par la guerre de sécession. Marc Jacobs a toujours puisé dans des références historiques. L'ère victorienne, les années 70, le hip-hop new-yorkais des années 90, autant de façons de jouer avec le vêtement que de raconter son époque. Il a été le premier créateur à honorer le grunge sur les podiums, à désacraliser le luxe pour faire parler de réel, mais sans jamais renier sa part de rêve. Ses collections évoquent aussi une forme d'idéal, celui de tenues extravagantes et grandioses, de manches bouffantes et de gants d'opéra, de chaussures à plateforme depuis lesquelles on marche sur le monde. Il y a de l'excès, mais aussi tout l'inverse, une invitation à être simplement ce que l'on est, à apprécier les vêtements les plus simples, à se lever dans des pièces qui protègent et réconfortent. Une série de silhouettes inspirées des blouses d'hôpital offre une réflexion sur l'Amérique contemporaine. Elles disent qu'il faut prendre soin les uns des autres, soigner les blessures de la société, ouvrir les yeux sur ses problèmes et honorer celles et ceux qui œuvrent à les régler. Les mannequins ne sont ni hommes ni femmes, ils sont tout le monde et personne n'adhère à aucune norme esthétique imposée. Marc Jacobs nous montre ainsi que la mode peut, à sa façon, lutter contre la brutalité du monde, que le vêtement peut opérer une forme de résilience et dire la gravité des choses tout en les rendant belles.
Sa mode fait réfléchir autant qu'elle fait sourire, mais surtout, elle n'impose aucun point de vue ni aucun discours de tendance. On peut choisir d'y voir de multiples symboles ou le geste impulsif d'un créateur porté sur l'accumulation. Et c'est bien ça qui la rend aussi puissante qu'une œuvre d'art. Elle nous laisse totalement libres et il est aussi fort d'y réagir que de lui être indifférent. Paul Dimunch marque les plaques de cuivre pour donner vie à des dessins empreints de messages et d'engagement, découverte de la technique de l'eau forte. Quand on met face à face une gravure d'un dessin, on peut très bien ne pas se rendre compte du temps qu'il a fallu au graveur pour atteindre un résultat qui en dessin serait atteint en un temps beaucoup plus rapide. Il y a beaucoup d'étapes pour arriver à un résultat avec une profondeur, avec des valeurs déclinées différentes et un aspect fini, il faut du temps, quoi. Fils de parents dessinateurs, Paul Dimunch a reçu le dessin en héritage. Un art qu'il exprime à travers un artisanat ancestral, celui de la gravure et plus précisément à l'eau forte. Je me suis spécialisé dans l'eau forte parce que c'était le moyen le plus simple et le plus naturel de reproduire un dessin. L'eau forte, en fait, le vernis, ça permet de s'affranchir en fait de la résistance du métal. C'est-à-dire qu'on va utiliser un outil, on va être métal contre métal, mais pas à la manière du burin. C'est-à-dire que le burin, on va être toujours en tension, on va devoir faire tourner la plaque, alors que l'eau forte, le vernis en fait nous permet de dessiner comme si on dessinait sur une feuille avec un crayon ou un pinceau. À défaut de papier et de crayon, c'est donc avec un fin stylet en acier sur une plaque de zinc ou de cuivre parfaitement polie et vernie que l'imaginaire de Paul se dessine. Des dessins bien souvent inspirés de scènes populaires aux accents médiévistes, comme l'assaut des gilets jaunes au siège du gouvernement ou cette satire des adeptes du barbecue. Bon, là, il y a un vieux cubi des années 90, là, il y a un logo de garage pour le contrôle technique qui est Vulco. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, il y a un t-shirt je ne suis pas parfaite, mais je suis attachante. Moi, ce que j'aime bien par la gravure, c'est de pouvoir raconter des histoires, quoi. Sublimer un petit peu le réel de telle manière que tout d'un coup, il surgisse quelque chose d'autre que le réel, mais une caricature, une satire ou un moyen, en fait, un peu détourné de relater des événements. Un parti pris artistique qui, pour se passionner d'histoire, s'inscrit dans la continuité de la gravure populaire. La gravure, ça a servi à diffuser, ça a servi à démocratiser, parce que ça a été, par la gravure, on a moqué un peu le pouvoir, on a moqué le clergé, on a moqué des gens qu'on ne pouvait pas moquer autrement que par la gravure. Exposés dans les galeries d'art modernes, entre les mains de Paul, ces tableaux doucement moqueurs prennent une allure étonnamment réaliste, notamment grâce à un jeu d'ombre et de relief que l'artiste crée par un procédé de subtile hachure. Je me contente jamais que d'un système de hachure, mais de plusieurs systèmes de hachure qui rendent justement l'objet représenté ou la personne représentée ou les tissus représentés de manière plus organique, quoi. Des détails d'une extrême finesse dont l'empreinte se fiche dans le métal une fois mordu par l'acide. C'est une étape indispensable parce que tous les traits qu'on a gravés dans le vernis vont se transférer sur la plaque elle-même. La nature de l'acide, c'est de dissoudre et de mordre le cuivre. C'est un mordant. En fait, l'eau forte, ça veut dire acide. C'est de l'eau qui est forte. En fait, aqua forte, ça vient de là. Les sillons recouverts de peinture, le dessin se révèle encore un peu plus et toujours avec les traits inversés. Tout est imprimé en miroir à chaque fois. Donc il faut penser les écritures inversées. Donc là, par exemple, j'ai écrit Limousin. Il faut que j'écrive Limousin à l'envers, quoi. Et à chaque fois, c'est ça. Donc là, le sujet, c'est un peu une espèce de scène de genre. C'est le portrait d'un survivaliste.
Il ne manque donc plus qu'à le passer sous presse pour que tout revienne dans l'ordre et que les contrastes apparaissent. L'idée, c'est toujours de jouer avec cette technique pour aller chercher vraiment dans le noir l'ombre intense. Et dans des portraits comme ça, ce qui me plaît, c'est de chercher l'aspect un peu clair-obscur. Donc là, il est un peu éclairé de derrière. Il va un peu dans l'ombre. Et comme ça, il y a une vie un peu dans la pénombre qui est, je trouve, intéressante à traiter, à représenter. Une patience et un savoir-faire récompensés, même si on jurerait qu'il a été simplement dessiné. Merci en français est déjà terminé, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!